Paris, le 8 octobre 2025 à 14h30. Dans l'éclat doré du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron traçait sa signature au stylo Mont-Blanc sur ce qui s'annonçait déjà comme la décision la plus risquée de tout son quinquennat, en rappelant Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement pour la deuxième fois de sa carrière, convaincu d'y trouver une solution à la crise, alors qu'en réalité, sans même s'en douter, il scellait la disparition progressive de son propre pouvoir présidentiel. Devant le bureau chargé d'histoire, Lecornu, âgé de 40 ans depuis à peine 3 semaines, restait immobile, les mains croisées derrière le dos et le visage fermé, tandis que 18 mois plus tôt, il quittait Matignon dans un fracas politique retentissant après avoir déclenché une tempête nationale en révélant des affaires de corruption au sommet de l'État, et qu'aujourd'hui il y revenait en apparence triomphant, bien que profondément transformé, devenu quelqu'un qui n'avait plus rien à voir avec l'homme qu'il était autrefois. Les tempêtes politiques qu'il avait endurées ne l'avaient pas seulement marqué, elles l'avaient métamorphosé, plus dur, plus lucide et surtout affranchi de toute fidélité instinctive envers Emmanuel Macron. En relevant lentement la tête après avoir signé le document officiel, Macron tenta d'instaurer un climat apaisé. « Sébastien, je souhaite vraiment que nous puissions repartir sur des bases saines, totalement renouvelées. Ce qui est derrière nous doit y rester. Il est temps d'avancer. » Lecornu esquissa alors un sourire, mais rien à voir avec celui d'autrefois désormais glacial, maîtrisé, presque inquiétant. Évidemment, Monsieur le Président, le passé appartient au passé. Derrière cette réponse mesurée se cachait une ironie fine, presque toxique, que Macron... Paris, le 8 octobre 2025 à 14h30. Dans l'éclat doré du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron traçait sa signature au stylo Mont-Blanc sur ce qui s'annonçait déjà comme la décision la plus risquée de tout son quinquennat, en rappelant Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement pour la deuxième fois de sa carrière, convaincu d'y trouver une solution à la crise, alors qu'en réalité, sans même s'en douter, il scellait la disparition progressive de son propre pouvoir présidentiel. Devant le bureau chargé d'histoire, Lecornu, âgé de 40 ans depuis à peine 3 semaines, restait immobile, les mains croisées derrière le dos et le visage fermé, tandis que 18 mois plus tôt, il quittait Matignon dans un fracas politique retentissant après avoir déclenché une tempête nationale en révélant des affaires de corruption au sommet de l'État, et qu'aujourd'hui il y revenait en apparence triomphant, bien que profondément transformé, devenu quelqu'un qui n'avait plus rien à voir avec l'homme qu'il était autrefois. Les tempêtes politiques qu'il avait endurées ne l'avaient pas seulement marqué, elles l'avaient métamorphosé, plus dur, plus lucide et surtout affranchi de toute fidélité instinctive envers Emmanuel Macron. En relevant lentement la tête après avoir signé le document officiel, Macron tenta d'instaurer un climat apaisé. « Sébastien, je souhaite vraiment que nous puissions repartir sur des bases saines, totalement renouvelées. Ce qui est derrière nous doit y rester. Il est temps d'avancer. » Lecornu esquissa alors un sourire, mais rien à voir avec celui d'autrefois désormais glacial, maîtrisé, presque inquiétant. Évidemment, Monsieur le Président, le passé appartient au passé. Derrière cette réponse mesurée se cachait une ironie fine, presque toxique, que Macron ne perçut pas. Absorbé par une crise politique d'une ampleur inédite qui secouait le pays depuis des mois, manifestations incessantes dans toutes les grandes villes, effondrement brutal de sa cote de popularité, pression unanime de l'opposition, exigeant son départ, il était bien trop accaparé pour saisir ce qui se jouait réellement sous ses yeux. Acculé par la situation, Macron voyait en Lecornu sa dernière carte, le seul capable, pensait-il, d'apaiser à la fois la droite classique et le centre modéré. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que derrière cette apparente solution se cachait une mécanique bien plus sombre. Pendant un an et demi loin du pouvoir, Lecornu n'avait pas disparu, il avait préparé avec une précision presque obsessionnelle sa revanche. Chaque faille du système macronien avait été disséquée, chaque fragilité institutionnelle repérée avec soin, tandis que dans l'ombre, il construisait patiemment un réseau d'alliances dans les sphères politiques, médiatiques et économiques. Et par une ironie presque cruelle du destin, voilà que Macron lui remettait lui-même les rênes du pouvoir. En se dirigeant calmement vers la sortie, Lecornu lança d'une voix posée « Monsieur le Président, pour constituer mon équipe, j'aurai besoin d'une liberté totale sans aucune contrainte. » Macron acquiesça aussitôt, soulagé de croire qu'il venait de résoudre ses urgences politiques. « Vous avez toute ma confiance sans réserve. » Un léger sourire à peine perceptible passa sur les lèvres de Lecornu. « Très bien. Nous verrons ce que vaut réellement cette confiance. » Dans les couloirs silencieux de l'Élysée, l'agitation montait déjà parmi les conseillers conscients
que cette décision relevait d'un pari dangereux. Mais en réalité, Macron n'avait plus d'alternative crédible. Entre grèves à répétition et paralysie du pays Lecornu, apparaissait comme le dernier recours capable de rétablir un minimum de stabilité. Quelques heures plus tôt, dans ce même bureau, Alexis Kohler avait exprimé ses doutes. « Êtes-vous certain que ce soit le bon choix après tout ce qu'il s'est passé, après ce qu'il a révélé ?» Macron, persuadé d'avoir trouvé une solution infaillible, avait répondu avec assurance « Justement, il connaît tout de moi, y compris ce qui pourrait me détruire. C'est précisément pour cela qu'il ne bougera plus. Nous sommes liés une sorte d'équilibre basé sur la peur. S'il m'attaque, il s'effondre avec moi. » Kohler s'était tu sans insister, mais une inquiétude sourde ne cessait de grandir en lui. Depuis plus de 15 ans, il observait Lecornu évoluer dans les sphères politiques parisiennes. Et une chose ne faisait aucun doute à ses yeux, cet homme n'effaçait jamais une trahison, encore moins lorsqu'elle avait été exposée publiquement avec autant d'humiliation. Le soir même de son retour au pouvoir, Lecornu reprenait possession de son ancien sanctuaire à Matignon rue de Varennes comme si le temps s'était figé. Le décor, lui, n'avait pas bougé, le mobilier ancien brillait toujours sous les lumières tamisées, les tableaux prestigieux ornaient les murs et les jardins à la française offraient de la même sérénité trompeuse. Mais derrière cette continuité apparente, l'homme avait changé de fond en comble. Sans perdre une seconde, il fit appeler Pierre Dubois, son ancien directeur de cabinet écarté brutalement après les scandales de 2024 et condamné depuis à une traversée amère du désert. Lorsque Dubois entra dans ce bureau qu'il connaissait par cœur, Lecornu l'accueillit d'un ton mesuré mais chargé de sens. « Pierre, j'espère que vous avez conservé tout ce que je vous avais confié. » Un sourire discret, presque soulagé, se dessina sur le visage de Dubois. Rien n'a été perdu. Les dossiers sensibles, les enregistrements, les preuves, tout est intact, soigneusement classé et protégé. Lecornu hocha légèrement la tête. « Très bien, cette fois, nous allons en faire un usage beaucoup plus raffiné. » Dubois, intrigué, ne put s'empêcher de demander « Que voulez-vous dire par là ?» Lecornu répondit calmement avec une lucidité glaciale. « La dernière fois, j'ai agi sous l'effet de la colère. J'ai tout révélé trop vite sans stratégie. Une faute. Cette fois, je ne détruirai pas, je contrôlerai. » Son plan d'une simplicité presque inquiétante reposait sur une logique implacable. Plutôt que de provoquer à nouveau un scandale en exposant brutalement les secrets de Macron, comme en 2024, il allait préserver l'image du président tout en le plaçant sous une emprise totale mais invisible. Peu à peu, Macron serait réduit à un rôle docile, tandis que depuis l'ombre feutrée de Matignon-le-Cornu, tirerait seul les leviers du véritable pouvoir. À peine le jour levé, dès 8 heures, Lecornu s'attela avec une précision implacable à bâtir son équipe gouvernementale. Mais là où l'Élysée s'attendait à être consulté selon les usages bien ancrés de la République, il n'y eut rien. Aucun appel, aucune validation, pas même une formalité. Les nominations s'enchaînaient à son rythme dicté uniquement par sa propre logique politique. Vers midi, Alexis Kohler, visiblement tendu, tenta une intervention. « Monsieur le Premier ministre, le Président souhaiterait échanger avec vous avant toute annonce officielle. » Assez même levé les yeux de ces documents, Lecornu répondit sèchement. « Informez-le que tout est déjà décidé. Rien n'est négociable. S'il a des remarques, qu'il les formule par écrit avec précision. » Cette réponse eut l'effet d'un séisme au sommet de l'État. Jamais un chef du gouvernement fraîchement nommé n'avait défié aussi frontalement l'autorité présidentielle. L'après-midi même, Macron convoqua d'urgence Lecornu. « Sébastien, cela ne peut pas continuer ainsi. Vous ne pouvez pas agir seul. » Face à lui, installé avec un calme presque provocateur dans un fauteuil Louis XV. Lecornu croisa les jambes et soutint son regard. « Vous m'avez accordé une liberté totale hier encore. » Puis sans hausser le ton, mais avec une fermeté tranchante, il n'y a pas de nuance possible. Soit vous respectez votre parole, soit vous admettez ne pas me faire confiance. Dans ce cas, je pars immédiatement. Et j'explique publiquement pourquoi vous m'avez réellement rappelé. Le message était limpide, un chantage sans détour impossible à ignorer. Macron blêmit les mains moites prises au piège. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il déstabilisé. Lecornu répondit alors avec une froide précision « Ne nous racontons pas d'histoire. Vous ne m'avez pas choisi pour mes compétences. Vous m'avez choisi parce que vous pensez être protégé puisque je connais déjà tout ce qui pourrait vous compromettre.
Mais votre raisonnement est erroné. Ce savoir ne m'empêche pas de vous trahir. Il me donne simplement le pouvoir de décider quand et comment le faire. Au contraire, cela me donne une maîtrise totale, choisir le moment, décider la manière, agir quand bon me semble. Après ces mots, un silence lourd s'abattit dans la pièce presque insupportable. Seul le battement régulier d'une pendule ampère posée sur la cheminée venait rompre cette tension glaciale. À cet instant précis, Macron comprit avec une angoisse montante qu'il venait de commettre l'erreur la plus catastrophique de toute sa carrière. En croyant reprendre la main en rappelant l'écornu, il n'avait pas récupéré un allié. Il avait sans le vouloir renforcé son adversaire le plus dangereux, lui offrant tous les outils pour le faire chuter. Que voulez-vous de moi » finit-il par murmurer la voix tremblante. Le cornu répondit sans détour, « Rien de compliqué. Je veux diriger ce pays, pas en apparence réellement. Vous resterez président, bien sûr. Vous continuerez les cérémonies, les déplacements officiels, les discours. Mais les décisions essentielles, celles qui comptent vraiment, ce sera désormais moi qui les prendrai. » Macron fixa son interlocuteur incrédule. « Ce que vous décrivez ressemble à un coup d'État déguisé. » Le cornu esquissa un sourire calme. Non simplement une répartition intelligente des rôles. Vous conservez l'image, les honneurs, la reconnaissance internationale. Moi, je m'occupe du concret. Pris dans un dilemme sans issue, Macron comprenait qu'aucune option ne le sauverait. Refuser signifiait provoquer immédiatement une explosion médiatique dévastatrice. Accepter revenait à n'être plus qu'un symbole vide. « Et si je dis non ?» demanda-t-il malgré tout. Le cornu imperturbable sortit son téléphone sécurisé, fit défiler quelques fichiers, puis en montra un précis. « Voici votre échange confidentiel avec le président chinois Xi Jinping le 15 septembre, celui où vous évoquez certaines informations sensibles concernant les positions françaises. Dois-je le rendre public dès ce soir ?» Le choc fut immédiat. Macron s'affaissa dans son fauteuil, le visage vidé de toute couleur. Macron, encore sous le choc, tenta de reprendre contenance, une ligne sécurisée. « Comment avez-vous pu intercepter cela ?» Le cornu imperturbable répondit presque avec détachement. « Disons que j'ai su m'entourer. 18 mois loin du pouvoir, cela laisse le temps de construire des réseaux solides. Aujourd'hui, mes relais sont partout dans les services de renseignement, les institutions, les médias, même dans les milieux économiques. Vous avez gravement sous-estimé l'étendue de mes ressources. Le président acculé alla droit au but. Que voulez-vous exactement? Le cornu ne prit pas de détour, une signature, dès aujourd'hui. Un décret discret mais décisif qui m'accordera un contrôle étendu sur les affaires intérieures et l'économie du pays. Vous conserverez sur le papier la défense et la diplomatie, mais aucune décision importante ne pourra être prise sans mon aval. » Macron tenta une dernière résistance. Et si je refuse? Les cornus esquissa une froideur glaciale. Alors demain, dès l'aube, la France découvrira que son président échange des informations sensibles avec des puissances étrangères. Et cette fois, il ne s'agira pas d'un simple scandale. Ce sera une accusation de haute trahison avec tout ce que cela implique, y compris la prison à vie. À cet instant, toute marge de manœuvre disparaissait. Le soir même, à l'abri des regards, Macron céda et apposa sa signature sur ce document confidentiel, entérinant sans le dire l'ascension de l'écornu comme véritable maître du pouvoir. Mais ce texte n'était qu'un point de départ. Une fois les leviers essentiels entre ses mains, le cornu lança immédiatement la transformation de l'appareil d'État selon sa propre vision. Première étape, purger l'entourage présidentiel. Sans avertissement, les conseillers de Macron furent écartés, remplacés par des figures fidèles à Le Cornu. Peu à peu, l'Élysée perdit toute substance réelle, un décor prestigieux, un président toujours en place, mais vidé de toute influence concrète. Très vite, Le Cornu passa à l'étape suivante, concentré entre ses mains l'ensemble des décisions clés. À Matignon, tout convergeait désormais vers lui. Les ministres, quels qu'ils soient, ne se tournaient plus vers l'Élysée, mais uniquement vers son bureau. Le président lui disparaissait progressivement du circuit réel du pouvoir. Mais Le Cornu ne s'arrêta pas là. Dans l'ombre, il mit en place un dispositif de surveillance d'une précision redoutable, appel rendez-vous déplacement. Rien n'échappait au contrôle des services qui lui étaient fidèles. Chaque mot, chaque geste du chef de l'État était enregistré, analysé. Lors des réunions matinales, il s'en amusait presque.
Alors, comment va notre président aujourd'hui? Demandait-il avec une fausse légèreté. Pierre Dubois complice répondait avec un sourire discret. Il semble s'adapter peu à peu à son nouveau rôle. Pendant ce temps, aux yeux des Français, la situation devenait de plus en plus déroutante. Jour après jour, Macron semblait s'effacer comme s'il disparaissait lentement du paysage politique, tandis que l'écornu occupait l'espace, décidait, agissait, imposait le rythme. Les observateurs parlaient avec prudence d'une cohabitation atypique, mais la réalité était bien plus radicale. Le cornu ne se contentait pas d'exercer le pouvoir, il remodelait le pays en profondeur selon sa propre vision. Réforme fiscale audacieuse, refonte complète de l'appareil administratif, repositionnement stratégique sur la scène internationale. En quelques mois à peine, il avait engagé davantage de transformations majeures que Macron durant tout son quinquennat. Le paradoxe le plus saisissant dans cette situation presque irréelle, c'est que les transformations impulsées par Lecornu séduisaient massivement l'opinion publique. Semaine après semaine, sa cote montait en flèche, tandis que celle de Macron s'enfonçait inexorablement dans les profondeurs du rejet. Lors d'une conférence de presse à Matignon, un journaliste osa formuler tout haut ce que beaucoup pensaient déjà. « Monsieur le Premier ministre, nombreux sont ceux qui ont le sentiment que vous êtes le véritable décideur du pays, bien plus que le président. Quelle est votre réaction ?» Lecornu répondit avec un calme étudié et un sourire presque candide. « Nous gouvernons ensemble en parfaite harmonie avec le président de la République. Notre collaboration est solide et complémentaire. » Une réponse impeccable, en apparence, car dans les cercles politiques parisiens, personne n'était dupe. Derrière cette façade polie se cachait une réalité bien différente. Macron n'était plus qu'un élément de décor, une présence institutionnelle sans influence réelle. En l'espace de 6 mois seulement, Lecornu avait accompli l'impensable, exercer le pouvoir absolu sans jamais emporter officiellement le titre. Sans bruit, presque imperceptiblement, Lecornu avait opéré une mutation profonde du système politique français. Ce qui restait officiellement un régime présidentiel fonctionnait désormais comme un parlementarisme déguisé avec lui, en véritable chef incontesté. Pendant ce temps, Macron observait impuissant l'effacement progressif de son propre rôle. Piégé par ses secrets étroitement surveillés par les hommes fidèles à Lecornu, jusque dans ses échanges les plus privés, il n'était plus qu'une silhouette institutionnelle utile uniquement pour préserver les apparences. Chaque jour, face au jardin de l'Élysée devenu le décor silencieux de son déclin, il se posait la même question amère. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Lui qui pensait manipuler Lecornu comme un simple levier politique découvrait qu'il en était devenu le jouet, une marionnette entre les mains de celui qu'il croyait contrôler. Un an après cette nomination qui avait tout déclenché, le processus était achevé irréversible. La France en pratique était dirigée par un premier ministre omniprésent, tandis que le président n'était plus qu'une figure protocolaire. Et le plus troublant, c'est que tout cela respectait scrupuleusement les cadres légaux et constitutionnels, aucune rupture officielle, aucun acte illégal. Lecornu avait orchestré ce basculement avec une finesse remarquable, réalisant une prise de pouvoir d'une efficacité redoutable. Sans violence, sans tumulte, sans même provoquer de scandale majeur, il avait conquis l'ensemble du système, en s'appuyant uniquement sur son intelligence stratégique, sa patience calculée et les failles humaines de son adversaire. Sur le papier, rien n'avait changé. Emmanuel Macron occupait toujours la fonction suprême, protégée par la Constitution et les apparences institutionnelles. Pourtant, dans les faits, il ne représentait plus qu'une silhouette creuse, un symbole sans substance. Celui qui autrefois pensait diriger et maîtriser Lecornu s'était retrouvé entièrement sous son emprise. La revanche de ce dernier ne se limitait pas à être complète, elle était d'une précision redoutable, presque élégante dans son exécution. Et l'ironie la plus mordante résidait dans ce détail, c'est Macron lui-même qui avait apposé sa signature au bas du document, scellant sa propre déchéance. En croyant amadouer son ancien allié, il lui avait offert le pouvoir. Les rôles s'étaient inversés avec une cruauté parfaite, celui qui tirait les ficelles était devenu la marionnette, et Lecornu gouvernait désormais sans partage tout en restant dans les limites de la légalité républicaine. Mais pour Lecornu, cette victoire n'était qu'une étape. 3 mois après avoir réduit Macron à l'impuissance, il choisit d'élargir encore son emprise. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de contrôler le sommet de l'État, mais d'éliminer toute forme d'opposition susceptible de menacer son autorité. Le 15 janvier 2026, dans le secret de son bureau à Matignon, il organisa une rencontre discrète avec les figures majeures de l'opposition, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez.
Chacun avait reçu une convocation énigmatique accompagnée d'un message bref mais lourd de sens. Nous avons des intérêts communs à examiner. Lorsque chacun fut installé dans le salon bleu de Matignon-le-Cornu, prit la parole avec une assurance tranquille. « Si je vous ai réunis aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Nous avons tous un point commun à un moment ou un autre. Emmanuel Macron nous a trahis. » Marine Le Pen plissa les yeux méfiante. « Où voulez-vous en venir exactement, monsieur le Premier ministre ?» Le Cornu ne se pressa pas. « Je vous propose une entente. Une alliance qui nous permettrait de gouverner selon nos propres lignes sans dépendre des décisions imprévisibles d'un président hors de la réalité. » Mélenchon sceptique intervint. « Très bien, mais concrètement, Macron est toujours en fonction que je sache. » Le Cornu laissa apparaître un sourire mystérieux. « En théorie, oui. Dans les faits, la situation est bien différente. » Puis, sans un mot de plus, il ouvrit un tiroir et en sortit plusieurs dossiers volumineux qu'il étala sur la table. « Vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir, preuve de corruption, échanges confidentiels avec des dirigeants étrangers et bien d'autres éléments compromettants. » Le silence s'installa lourd tandis que les trois responsables politiques découvrirent les documents stupéfaits par leur contenu. L'ampleur du pouvoir de Lecornu devenait soudain évidente. Wauquiez, impressionné, finit par demander « Qu'attendez-vous de nous exactement ?» Lecornu répondit sans détour « Rien de compliqué, votre discrétion et votre collaboration. En échange, chacun aura sa part. Marine, vous piloterez les questions de sécurité et d'immigration. Jean-Luc, les politiques sociales et économiques. Laurent, les affaires européennes et internationales. » Le Pen, intrigué, conclut « Et vous dans tout ça ?» Lecornu répondit calmement « Je supervise l'ensemble et je m'occupe du président. » Ce rendez-vous clandestin ne fut pas un simple échange discret. Il marqua le point de bascule vers une toute nouvelle configuration du pouvoir en France. Pour la première fois sous la Ve République, ceux qui étaient censés s'opposer au gouvernement acceptaient de coopérer avec lui non par adhésion idéologique, mais par calcul et par désir de revanche contre Macron. Dans les semaines suivantes, le paysage politique prit une tournure déroutante. Les attaques de l'opposition perdaient en intensité, les débats à l'Assemblée devenaient étrangement apaisés. Une forme de calme inhabituel s'installait que les commentateurs décrivaient comme un apaisement démocratique. Mais derrière cette façade rassurante, une autre réalité se dessinait. Lecornu bâtissait pièce après pièce un système inédit où toutes les forces politiques gravitaient autour de lui, tandis que Macron se contentait d'incarner une présence symbolique. Et le plus surprenant dans cette mécanique, c'est qu'elle produisait des résultats. Les réformes s'accéléraient, le pays se transformait à un rythme soutenu et l'opinion publique dans l'ensemble approuvait cette efficacité retrouvée. Comment parvient-il à un tel résultat? S'interrogeait un journaliste du Figaro en observant cette évolution. Comment réussit-il à faire coexister Le Pen et Mélenchon dans un même dispositif? La réponse, bien moins visible, était pourtant implacable. Pendant des mois, Lecornu avait accumulé des informations sensibles sur chacun des acteurs politiques majeurs. Il connaissait les comptes dissimulés de Le Pen, les zones d'ombre financières de Mélenchon, les arrangements douteux liés à Wauquiez. Tous sans exception étaient désormais liés par leurs propres failles. Au printemps 2026, à peine 6 mois après la naissance de cette alliance dissimulée, le pays n'avait déjà plus rien de reconnaissable. En façade, la France conservait les traits d'une démocratie présidentielle classique. En coulisses, elle fonctionnait désormais comme un système verrouillé dominé par Lecornu, avec la participation contrainte de toutes les forces politiques. Pendant ce temps, Macron s'enfonçait lentement dans une spirale sombre. Privé de toute influence, étroitement surveillé, exposé à une humiliation constante, il se réduisait peu à peu à une version effacée de lui-même. Son entourage commençait à s'alarmer. À plusieurs reprises, Brigitte Macron tenta de le raisonner « Vous devriez songer à partir. Cette situation vous détruit. » Mais la réponse restait la même faible résignée. « C'est impossible. S'il parle, tout s'effondre. Je serai discrédité à jamais. »« Et vous dans tout ça ?» insistait-elle. « Moi, je paye simplement le prix de mes erreurs. » Ce dialogue, comme chaque échange, était discrètement capté et archivé. Lecornu, parfaitement informé de cet état de fragilité, n'y voyait pas une tragédie, mais une opportunité. Pourtant, il n'avait pas encore achevé son plan. En juin 2026, il décida d'en franchir la dernière étape, faire disparaître Macron du jeu politique sans éclat, sans scandale, mais par un départ volontaire savamment orchestré.
Il mit en place une stratégie minutieuse, d'abord des rumeurs soigneusement distillées dans la presse sur la santé du président. Ensuite, l'idée d'un retrait personnel commença à circuler. Enfin, il provoqua une ultime rencontre à l'Élysée. Installé avec assurance face à Macron, il déclara calmement « Il est temps, Monsieur le Président, de prendre une décision courageuse. » D'une voix presque éteinte, Macron demanda « Laquelle ?» Le cornu répondit sans hésitation « Quittez vos fonctions pour le pays et pour vous-même. » Macron, accablé, osa encore poser une dernière question. « Et si je décidais de ne pas céder ?» Le cornu ne haussa même pas le ton. « Dans ce cas, je dévoilerai tout, mais pas d'un seul coup. Non, lentement, méthodiquement, jour après jour. Une chute interminable. » Le regard perdu vers les jardins de l'Élysée, qu'il savait déjà condamné à devenir un simple souvenir, Macron lâcha dans un souffle. « Tu as gagné. Totalement. » Le cornu imperturbable répondit presque avec détachement. « Évidemment, la seule chose qui reste à décider, c'est la manière dont vous souhaitez partir avec dignité ou dans l'humiliation. »« Et si je me retire ?» demanda Macron. « Vous conserverez une image honorable. Rien ne sera révélé. Vous pourrez même raconter votre version, écrire votre propre histoire. » Macron marqua une pause avant de demander « Et vous, que deviendrez-vous » Le cornu répondit sans hésitation « Ce que j'ai toujours visé, celui qui dirige réellement ce pays. » Le 30 juin 2026, Emmanuel Macron annonça officiellement son départ, invoquant des raisons de santé et la nécessité d'un renouveau politique. Dans son allocution, il remercia son Premier ministre, présenté comme un allié loyal, et invita les Français à lui accorder leur confiance. Conformément aux règles en vigueur, le cornu prit temporairement la tête de l'État. Mais au lieu de précipiter une nouvelle élection, il proposa une réforme des institutions. Validée par référendum avec l'appui discret de l'ensemble des forces politiques désormais sous son influence, cette transformation modifia en profondeur l'équilibre du pouvoir. La France basculait vers un système parlementaire où le chef du gouvernement devenait le véritable détenteur de l'autorité exécutive, tandis que la présidence se réduisait à une fonction essentiellement symbolique. En septembre 2026, l'aboutissement était total, porté par une majorité écrasante à l'Assemblée. Sébastien Lecornu accédait officiellement à la fonction de Premier ministre de cette nouvelle République qu'il avait lui-même façonnée. Pour la première fois, le pouvoir qu'il exerçait en coulisses devenait parfaitement légal. Lors de son investiture, il prit un ton solennel. La France ouvre un nouveau chapitre placé sous le signe de la stabilité, de l'efficacité et de l'unité nationale. Dans la salle, les applaudissements étaient unanimes. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, désormais membres influents de son gouvernement, saluaient cette nouvelle ère avec enthousiasme. Les clivages idéologiques qui les opposaient autrefois semblaient s'être dissipés comme absorbés par la logique implacable du système Lecornu. À des kilomètres de là, en Normandie, Emmanuel Macron assistait à la scène à travers un écran depuis la maison qu'il s'était offerte grâce à ses conférences internationales, l'une des rares activités qui lui restaient. À ses côtés, Brigitte Macron lui posa une question simple. « Penses-tu qu'il ira jusqu'au bout ?» Un sourire amer traversa le visage de l'ancien président. « Il n'y a plus de doute, il a déjà réussi. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Il a accompli ce que personne n'avait jamais fait, rassembler toute la classe politique sous sa domination. C'est un génie sombre, mais un génie malgré tout. » Et en effet, 2 ans après, ce qui n'était au départ qu'une nomination, Lecornu avait réalisé l'impossible, gouverner avec l'accord des partis, le soutien de l'opinion et la légitimité d'institutions qu'il avait lui-même redessinées. Ce qui n'était au départ qu'une vengeance personnelle s'était mué en une refonte totale du paysage politique. Lecornu n'avait pas seulement réglé ses comptes, il avait redessiné les règles du jeu, rassemblé des adversaires irréconciliables et imposé une domination appelée à durer. Celui que l'on avait humilié en 2024 s'était imposé 2 ans plus tard comme l'homme fort du pays. Et tout cela avait commencé par un geste anodin, une signature que Macron pensait maîtriser. L'histoire retiendrait sans doute cette erreur fatale, mais elle retiendrait tout autant la manière dont Lecornu l'avait exploitée pour en faire une œuvre politique d'une redoutable efficacité. Sa revanche n'était pas seulement totale, elle s'inscrivait désormais dans le temps comme quelque chose d'indélébile. Un an plus tard, en octobre 2027, dans le cadre majestueux du château de Versailles, une cérémonie officielle célébrait le premier anniversaire de cette nouvelle ère. Devant un public composé de représentants du monde entier, Lecornu prit la parole pour revenir sur son parcours.
Il y a 3 ans, j'étais écarté, trahi, relégué au second plan, déclara-t-il avec gravité. Aujourd'hui, je dirige une nation